Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Si vous êtes fan de manga, restez avec nous puisque nous parlerons d'un concept inédit, le manga au service de la culture scientifique, avec un concept tout nouveau, ma thèse en manga. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le pilote de ce concours, Monsieur Dimitri Béchac. Bonjour Monsieur Béchac. Bonjour Astrid, Bienvenue chez Itata. merci. Alors, Dimitri Béchac, vous êtes le concepteur de ce concours, Oui. mais pas que. Qui êtes-vous? Alors je suis anthropologue, chargé de recherche au CNRS. Je travaille depuis une vingtaine d'années maintenant sur l'histoire sociale et politique de la migration haïtienne dans la Caraïbe. Et je travaille en particulier en ce moment sur une histoire de la race et de la pensée de l'hérédité à travers le séjour du couple Césaire en Haïti en 1944 à partir des archives publiques, privées, françaises, martiniquaises, haïtiennes. Alors, dans vos recherches, vous êtes beaucoup orienté sur la culture haïtienne. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? C'est un choix qui remonte assez loin. Je devais choisir en master, oui, en maîtrise, à l'époque on appelait ça maîtrise, entre une anthropologie de la santé et une anthropologie du religieux. Et en fait, j'avais développé une recherche sur la conception du temps chez les malades en phase terminale dans un service de cancérologie. Et j'avais lu quelques ouvrages sur le vaudou parce que j'avais fait un séjour d'une semaine en Haïti et je me suis dit quand même qu'Haïti, ça m'ouvrait plus d'imagination en fait, on va dire. Et puis, vous avez peut-être plus de matière aussi. Oui, plus de C'est matière, assez complexe et assez vaste, c'est ça. j'imagine. C'est ça, c'est une grosse culture, enfin une culture très importante à appréhender. Au niveau historique, au niveau culturel, il y a beaucoup de littérature aussi sur Haïti, donc oui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup passionné. Et le couple Césaire, vous parliez du couple Césaire, donc c'est Aimé Césaire et sa compagne. Oui, Suzanne Donc, Césaire. oui. Donc, quel est l'objectif justement de cette recherche? Alors au départ, c'est un programme de recherche qui a commencé il y a 10 ans. Il fallait travailler sur l'école d'ethnologie haïtienne dans les années 1940. Et Aimé Césaire est venu en Haïti en 1944. Et j'ai commencé à partir de là à voir comment la presse haïtienne avait parlé de ce séjour. Et de fil en aiguille, j'ai écrit un article, mais qui était trop important. Et puis j'ai voulu me consacrer aux archives, voir ce qu'il y avait dans les archives, ce qu'on en disait, parce que en fait, quand on regarde les biographies sur Aimé Césaire et notamment ce voyage en Haïti, il y a des choses très différentes. Il y a peu de sources qui sont citées. Et donc moi, je voulais justement exhumer toutes les archives qui existaient, les croiser, pour reconstruire jour après jour ce séjour et voir quels étaient les enjeux diplomatiques, politiques. Parce qu'en fait, une phrase m'a interpellé. Il y avait en fait un congrès de philosophie à Port-au-Prince. Et un représentant gaulliste a écrit dans un courrier qu'il fallait que l'on montre, en envoyant Césaire en Haïti, que l'on montre ce que la culture française avait fait sur la race noire. Et donc cette phrase m'a habité, j'ai cherché à comprendre pourquoi, et en parlant avec des collègues, ils m'ont dit de travailler sur cette notion de pensée de l'hérédité et de voir comment la race noire avait été construite. Et Césaire était l'exemple le plus parfait Oui. de ce que la culture française a pu faire sur la race noire, parce qu'à l'époque, on pensait que la culture se transmettait par le sang. Et Césaire était justement le contre-exemple de ces théories racialistes qui disaient que les Noirs étaient incapables Tout à d'évoluer. fait. Et donc, Césaire était la preuve vivante d'une approche, entre guillemets, libérale de la notion de race. Très bien, passionnant tout ça. Du coup, Mm. vous continuez toujours à faire des allers-retours en Haïti? Alors, pas depuis 2017. Oui. Par rapport au contexte? Par rapport au contexte notamment, oui. Ok, très bien. Alors, alors vous êtes docteur en anthropologie. C'est Donc, ça. qui dit docteur dit de longues années d'études. Donc, on est d'accord que pour être docteur, il y a une thèse à valider. C'est ça. Et vous avez décidé de créer un concept qui est ma thèse en manga. Quel était l'objectif de ce concept? Alors Quel est? l'objectif, l'objectif, il y en a deux. Le premier, en fait, c'était de valoriser les travaux des jeunes docteurs de notre UMR. C'est un laboratoire donc, qui a à la fois pour double tutelle l'Université des Antilles et le CNRS. Et donc on est évalué tous les 5 ans et on nous a dit qu'il fallait mettre davantage l'accent sur la valorisation des travaux des chercheurs, des jeunes chercheurs, pardon. Et le deuxième objectif, c'est se servir du manga pour sensibiliser les jeunes aux problématiques qui sont développées dans les mangas. Donc, et pour ça, j'ai reçu le soutien, bon, évidemment, du CNRS et de l'Université des Antilles.
et aussi de la préfecture de Martinique pour justement déployer des actions de sensibilisation auprès des élèves. Alors, le but, c'est que les travaux scientifiques soient accessibles à tout public, particulièrement des élèves. C'est ça. Donc, c'est quoi le manga exactement? Est-ce que vous pouvez définir ce que c'est qu'un manga? Alors, le manga se définit par un graphisme particulier, et donc c'est grâce à Raphaël Dessilab que j'ai découvert Oui, on va y venir. cet univers, et normalement il se lit de la fin au début. Alors, le manga japonais, hein, qui Le est manga japonais, l'art japonais, effectivement, ça. ça se lit de gauche à droite, De droite à gauche. de droite à gauche. Oui, c'est ça, de droite à Oui, gauche. de droite à gauche. En noir et blanc, Oui. tout le temps. Sauf la page de couverture. Voilà, c'est ça. Et là, il y a depuis... Raphaël Dessilab m'a dit que depuis 2018-2019, les mangas qui pouvaient se lire dans le sens européen étaient considérés comme des mangas. Ok. Donc, dans le sens dit normal, enfin oui, classique classique nous, du terme. Mm. Ok, très bien. Alors, qui est ce fameux Raphaël Dessilab dont vous parlez depuis tout à l'heure? Alors, Raphaël Dessilab, donc, il a fait plusieurs écoles de beaux-arts, et donc il a créé des héros de manga, il a créé des séries, notamment la série Lisando. C'est avec ça autour de ce manga qu'on s'est rencontrés, en fait, puisqu'il m'a dit que Lisando était un des héros de ces mangas et qu'il avait muté sous l'effet de la chlordécone. Donc, Lisando, c'est un lézard? C'est un lézard, c'est ça, qui a muté sous l'effet du chlordécone. Et il me disait aussi qu'il intervenait régulièrement auprès des scolaires, auprès de la police, auprès d'institutions, pour justement soit illustrer certaines problématiques sous forme de manga, qui a un graphisme très particulier. Donc des problématiques sociales qu'il rencontre, sociétales. Les violences de genre, le harcèlement scolaire, toutes ces choses-là en fait. Et donc il intervient auprès des scolaires, des institutionnels pour arriver à faire passer un message à travers ce graphisme particulier. Oui, parce qu'on rappelle que le manga, il y a 26% des mangas qui sont, enfin, en tout cas de tout ce qui est thématique lecture, qui est en manga, qui est vendu en fait. Oui, donc c'est le corps de lecture, si je peux appeler ça comme ça, qui est le plus plébiscité par les jeunes. Oui, et c'est un livre sur 7 vendu en France aussi. Un livre sur 7 vendu en France, très bien. Alors, Monsieur Dessilab, donc c'est un mangaka, c'est comme ça qu'on appelle les personnes qui font des mangas ou qui les illustrent. C'est ça. Comment vous faites le rapprochement avec les personnes qui passent le concours? Donc le concours, c'est ma thèse en manga. Donc il y a des personnes qui postulent à ce concours. C'est ça. Et à quel moment se fait le lien? Comment on fait pour garder l'essence même de la thèse, pour la rendre en image? Alors c'était un vrai défi. On a effectivement organisé ce concours. J'ai monté un comité de pilotage avec des collègues de notre laboratoire, avec une grille assez serrée pour évaluer les thèses, à partir de rapports de soutenance, parce qu'on soutient une thèse pour être docteur et il y a un rapport de soutenance. Également à partir d'une lettre de motivation pour que le candidat montre sa capacité à se projeter dans la mise en graphisme des résultats de recherche dans son manga. Et en fait, effectivement, les scientifiques à l'origine ont beaucoup de mal à vulgariser, ce n'est pas un gros mot, leurs travaux. Ils ont l'impression de pervertir ou d'appauvrir en fait leurs pensées ou leurs recherches. Et là, il y avait vraiment une création à faire. Et donc, entre les deux lauréats et entre chacun des lauréats avec le mangaka, on a fait beaucoup de réunions de travail. Quel morceau ou quelle partie de la thèse on voulait illustrer, quel message on voulait faire passer. Et donc là, ce qui est intéressant, ce sont deux mangas de disciplines différentes, et donc ça n'implique pas du tout le même rendu en fait. Et donc j'imagine qu'il faut une collaboration très étroite pour que le manga puisse rendre ce qui était l'essence même de la thèse. Mais sachant que les thésards, comme on les appelle, ont un vocabulaire très spécifique dans leur domaine, comment on fait pour vulgariser tout ça, ou bien pour trouver les personnages qui correspondent vraiment à ce qu'ils veulent dire sans dénaturer la source, en passant vraiment le message initial? Alors, tout, effectivement, sans dénaturer la source pour le manga donc historique de Jessica Balghi. Alors, Jessica Balghi, qui est une des lauréates avec Carlo Andy Charles. C'est bien ça. Et donc, Jessica Balghi donc, a soutenu sa thèse en histoire. Et effectivement, tous les documents, les actes de loi ou les traces qu'elle a pu trouver sur les personnages, donc notamment des propriétaires d'esclaves ou des personnes esclavisées. Alors, est-ce qu'on peut rappeler sur quoi tenait sa thèse à Jessica Balghi?
Alors, sa thèse portait sur les propriétaires d'esclaves, mais les propriétaires de couleur, qui ont touché des indemnités à la suite de l'abolition de D'accord, 1848. très bien. Une thèse Et historique. c'est ça. Et donc, Mhm. elle a travaillé vraiment sur ce corps social intermédiaire, parce que c'est vrai que dans l'imaginaire, il y a cette image assez clivée, qui est en partie réaliste, mais assez clivée entre maître blanc et esclave noir. Et entre les deux, il y a tout un corps social intermédiaire, en fait, où là, par exemple, la première histoire qu'on projettera, c'est l'histoire de Betsy, propriétaire d'esclaves, certes, mais on se rend compte qu'elle a racheté sa mère, elle a racheté sa fille, et puis elle a racheté un esclave pour l'aider à retaper sa maison, qui ensuite deviendra un membre de la famille. Et donc, toute cette recherche sur ce corps social vraiment très particulier, elle a faite à partir d'archives. Et donc, elle a construit le manga à travers 4 histoires. Et donc, tout le défi, c'était de conserver la véracité historique tout en rendant les choses plausibles. C'est-à-dire que les archives sont pleines de trous. C'est-à-dire que pour un personnage, on ne peut pas le suivre de A à Z, de sa Donc, naissance. du coup, la véracité devient fictive. À ce moment-là, comment on comble les trous? Alors, en faisant un assemblage d'histoires, Mhm. pour tous les faits qui sont mis dans une seule et même histoire, c'est un assemblage de différentes histoires. Par exemple, telle pratique qui est reportée dans telle archive, on va la mettre dans telle histoire, on va la Ok, combiner très avec une bien. autre. Et donc tout ça repose sur des faits historiques en fait, mais qui sont assemblés pour donner une histoire qui peut se tenir. Comment le jeune qui lit ça réalise que c'est la vérité? Que ce n'est pas, en tout cas, c'est une vérité, que ce n'est pas une œuvre fictive. Puisque quand on prend le manga, en général, je pense à Dragon Ball Z ou One Piece, enfin ce genre de Oui, manga-là, on sait que ce sont des histoires fictives, mais comment faire comprendre au jeune qui va le lire que là, on n'est pas dans une histoire fictive, on est dans de la réalité, on est dans des vraies sources historiques qui sont mises à disposition du public. alors ça justement, c'est tout le travail qu'on est en train de faire avec le rectorat, puisque les mangas vont être soumis pour validation aux inspecteurs d'académie, pour que les professeurs puissent s'en saisir comme outil pédagogique. D'accord. Et En donc, amont. en amont. Mhm. Et donc l'idée, c'est que les professeurs, comme l'esclavage par exemple, pour prendre ce thème, est enseigné en En quatrième, histoire, oui. en histoire. Du coup, les professeurs vont faire un travail en amont. Et puis après, nous, on interviendra dans les classes avec le mangaka et avec une personne retraitée de l'éducation nationale qui a suivi le concours. Et donc, on pourra dialoguer donc, avec les jeunes qui se poseront des questions et ça fera forcément sens avec l'enseignement qu'ils auront reçu de la part de leurs Ok, professeurs. donc là, ils pourront comprendre que c'est une vraie histoire. C'est ça. Ok, très bien. Et donc la deuxième thèse, le deuxième lauréat, c'est Monsieur Carlo Andy Charles. Sur quoi portait sa thèse? Alors, sa thèse portait sur les relations intimes entre des hommes vivant en Haïti, dans le nord, au Cap-Haïtien, dans le nord d'Haïti, et des hommes diaspora, c'est-à-dire des hommes migrants vivant aux États-Unis ou en Europe ou ailleurs, et qui reviennent en Haïti. Et donc, lui, ce qui l'a interpellé, c'est comment se nouent ces relations à distance, dans un contexte très particulier, social, haïtien, qui connaît une certaine part d'homophobie, où Donc là, ok, donc là, il s'agit vraiment de l'homosexualité. c'est ça. Ok, C'est vraiment sur des gays qui se rencontrent ok. en Haïti ou alors à travers les réseaux sociaux, par exemple. Et donc voilà, il a suivi une quarantaine d'hommes pour voir comment se construisaient les questions de genre, les questions de race, les questions d'orientation sexuelle dans ce contexte particulier, donc le contexte haïtien, mais également avec tout les influences, on pourrait dire, qu'amène le fait qu'il y ait des gens qui circulent, des Haïtiens qui se rendent en Haïti régulièrement. Et ça montre aussi tous les rapports très ambivalents qu'il y a entre la société haïtienne et la diaspora haïtienne, qui est le premier contributeur en fait en termes économiques au Oui, foyer haïtien. ok, très bien. Alors là, les ouvrages sont déjà sortis, sont déjà prêts? Les ouvrages doivent être validés, comme je l'ai dit, par les inspecteurs Ok, d'académie. Ils ne sont pas encore imprimés. Et donc, on va les distribuer gratuitement aux classes lauréates pour justement faire tout ce travail de sensibilisation. ok, très bien. Donc il y aura la remise des prix, C'est ça, la ok, qui remise aura des lieu prix. bientôt. Oui, avec des prix de la fondation du CNRS, Mhm. parce que le CNRS, justement, tient à mettre en avant justement ces opérations qui permettent de renouer les liens entre la science et la société.
Et donc là, le manga est un support parfait pour réaliser cet objectif. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un contact pour des personnes qui souhaiteraient se rendre? Est-ce que c'est ouvert au public, la cérémonie Oui, de tout à remise des fait. prix? Donc, C'est est-ce qu'il y ouvert aura au un public, contact oui. Il y aura un si on veut vous contact. joindre? Oui, tout à fait, qu'on communiquera bientôt. D'accord, très bien. Ça marche. Merci beaucoup, Monsieur Béchac, pour cet échange. Merci à vous. Merci aux Itata de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous a plu. Et puis, quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.